Avec nous Hamzat Boukari Yabara, historien, docteur à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Nous poursuivons la découverte ou la redécouverte des grands personnages ayant marqué l'histoire du panafricanisme. Vendredi dernier, nous avons parlé d'Aimé Césaire et un autre personnage important venant des Antilles va aussi marquer Hamzat Boukari Yabara, va marquer l'histoire et le développement de la pensée panafricaine. Il s'agit de Frantz Fanon, psychiatre et essayiste français. Vous dites dans le livre que Frantz Fanon est un panafricaniste sur tous les fronts. Oui, sur tous les fronts, sur notamment le plus important qui est celui du front mental, puisqu'effectivement c'est un psychiatre. Il écrit Peau noire, masque blanc, qui est un résultat de son travail de thèse non validé, finalement publié encore une fois au niveau de Présence africaine. C'était en quelle année 52. Oui. 52. Donc on est un peu après donc le discours sur le colonialisme, qui est un texte très important justement pour aborder la question des relations raciales entre les Noirs et les Blancs, sur un certain nombre de préjugés, sur un certain nombre d'éléments qui ont été intériorisés quant au rapport de domination. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, en tout cas qui a laissé des travaux extrêmement importants sur tout ce qui est lié à la désaliénation culturelle et mentale. C'est également quelqu'un qui s'est engagé sur différents fronts, donc pour libérer la France vis-à-vis du nazisme. Et d'ailleurs, il a plus ou moins regretté en disant qu'il a libéré une terre dont le paysan français, le fermier français, n'en a que faire finalement, et qu'il s'est trompé de combat. C'est ce qu'il écrit dans une lettre à ses parents depuis le front en France. Donc, il s'est engagé très tôt, à 18 ans, dans les forces françaises pour la résistance. C'est quelqu'un qui a bénéficié dans son enfance des cours de Aimé Césaire, qui enseignait donc au lycée Schœlcher via son grand frère, qui avait lu également donc le cahier d'un retour au pays natal et qui était assez critique sur la négritude, qui estimait justement que cette négritude était un peu trop dans le confort et que il fallait passer à l'action. Donc on est vraiment sur la génération d'après Césaire. Césaire est de 1913, Fanon est de 1925. Et donc lui, c'est un homme d'action. Il part libérer la France vis-à-vis du nazisme. Ensuite, il fait ses études effectivement de psychiatrie à Lyon et il décide comme premier poste d'aller en Algérie à l'hôpital de Blida, voilà, dans lequel il va être amené à traiter un certain nombre de personnes victimes de la guerre d'Algérie et à constater au vu des traumatismes que on est vraiment dans une guerre d'un genre nouveau, une véritable guerre psychologique. Et en 55-56, donc il démissionne de son poste à Blida pour des raisons vraiment politiques. Il revient à Paris pour le congrès de la Sorbonne. Puis après, il repart donc sur le continent, notamment à Tunis, dans les rangs du FLN. Il va écrire dans El Moudjahid. Il va prendre des pseudos, différents pseudos. Il s'engage concrètement dans la guerre de libération. Il devient algérien. Il combat la France. Il milite avec toutes les forces de libération africaines contre le colonialisme. Et il produit donc vers la fin de sa vie, mais vraiment vers la toute fin de sa vie, le fameux ouvrage Les damnés de la terre, qui sera le livre de chevet de Yasser Arafat, de Mandela, de tous les personnes qui ont fait, on va dire, la révolution sur ce dernier demi-siècle. Son passage à l'hôpital militaire de Blida va vraiment pour lui être vraiment fondamental. C'est-à-dire c'est là qu'il va vraiment comprendre les ravages du colonialisme sur l'être humain et notamment sur l'aspect psychologique en fait des personnes. Oui, puisqu'on est dans une guerre où la torture est pratiquée, où les assassinats, les formes de sadisme sont réelles, sachant que la conquête de l'Algérie avait déjà été une forme de sadisme assez particulier. Donc Fanon est confronté vraiment à la violence, et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est la manière dont toute sa réflexion sur le panafricanisme, sur la décolonisation, sur l'indépendance, repose en fait sur une réflexion autour de la violence, à savoir que le colonialisme ne comprend qu'une seule chose, c'est-à-dire une force plus grande que lui. Et donc il faut passer à la lutte armée. Donc il sera un partisan de la lutte armée. Quand il ira sur les terrains des autres pays africains, il défendra réellement le principe de prendre les armes pour se libérer. Et c'est quelque chose, je pense, qui est très fort et qui est un héritage de la guerre d'Algérie, puisque la guerre d'Algérie, c'est une indépendance acquise dans le cadre d'une guerre
qui marque une véritable rupture, qui montre que l'Algérie est algérienne et africaine et que la France est française et européenne. Et c'est ce modèle de la guerre d'Algérie qui, d'une certaine manière, aurait dû être utilisé peut-être pour une indépendance comme celle du Congo. Et donc Fanon aura des liens très intéressants avec Patrice Lumumba, avec Kwame Nkrumah, avec Félix Moumié de l'Union des populations du Cameroun, qui menaient eux aussi une guerre de libération contre l'armée française, mais qui n'ont pas eu le même soutien que les Algériens. Avec également Steve Biko, qui va influencer, bien après sa mort, qui va développer le concept de la conscience noire en Afrique du Sud, puis aussi avec Malcolm X, qui, au niveau des États-Unis, n'excluait pas non plus la question d'une confrontation armée. Donc la question de la violence, telle qu'il a vécu en Algérie, telle qu'on la retrouve aussi en Indochine, au Vietnam, dans les colonies portugaises avec Cabral, elle est extrêmement importante et c'est Fanon qui l'a le mieux analysé d'une certaine manière. Est-ce que Frantz Fanon est celui qui fait un lien dans ce que vous appelez dans le livre panarabisme et panafricanisme ? Alors pas directement, parce que pour Fanon, la question était vraiment de libérer le continent africain, c'était vraiment de penser l'unité africaine. Néanmoins, il était en lien avec différents mouvements de libération de tout le continent africain. Donc il ne fait pas tout à fait ce lien entre panafricanisme et panarabisme. C'est beaucoup plus, on va dire, le projet qui aurait dû être celui de la libération du continent africain, pensé par Nasser à la même époque, qui aurait dû faire ce lien, on va dire, qui a fait ce lien entre panarabisme et panafricanisme. Fanon, dans son cas précis, il est mort de manière précoce, en 61, donc il n'a pas eu forcément le temps de développer cette dimension-là. Je pense que sa priorité, après l'Algérie, après le Congo ou l'Afrique du Sud, aurait été plutôt de se tourner vers la Caraïbe et de regarder aussi plutôt vers quelqu'un comme Fidel Castro pour libérer peut-être militairement la Martinique d'ailleurs. Alors, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui encore le Frantz Fanon est très très apprécié, il est considéré même, si on peut employer ce terme, comme un héros aujourd'hui en Algérie, des rues portent son nom, des hôpitaux même portent son nom. Il a profondément marqué en fait l'histoire de ce pays grâce à son combat. Parce que je pense qu'il a donné, il n'y a pas que lui, bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais il représente un peu un internationalisme panafricain qui s'est mis au service d'une cause précise, mais qui dépassait, je dirais, les frontières de cette cause-là. L'indépendance de l'Algérie, que lui-même n'a pas vue de ses yeux, puisqu'il est mort avant. L'indépendance de l'Algérie dépassait le seul cas de l'Algérie. D'autre part, Fanon va servir également, je dirais, de point de fixation pour faire de l'Algérie des années 60 une terre pour tous les révolutionnaires du monde entier. Donc, quand à la fin des années 60, on a le fameux festival panafricain d'Alger, où on a les Black Panthers, où on a les mouvements palestiniens, on a tous les mouvements de libération. Nelson Mandela aussi, tous les mouvements qui sont présents à Alger. Eh bien, ce qui les amène finalement en Algérie, ce qui valide Alger, c'est le fait que Fanon a validé le combat des Algériens. Donc c'est aussi un élément, je pense, important, même si dans les faits, dans la politique, ce n'est sans doute plus tout à fait la même chose. Dans le livre, vous expliquez que Frantz Fanon est inquiet de l'attitude des dirigeants africains au lendemain des indépendances dans les années 60. Pourquoi ? Parce qu'il a vu venir le néocolonialisme. Il a vu les pratiques et la construction sociale d'une élite néocoloniale à travers Senghor, à travers Houphouët-Boigny. Il l'a vu d'un point de vue mental. Il a vu comment ces présidents africains étaient totalement aliénés, étaient totalement façonnés, moulés par le modèle français, défendaient même la France contre l'Algérie. Et donc pour lui, c'était cette ligne-là qui comptait. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance de l'Algérie ? Si vous êtes contre l'indépendance de l'Algérie et pour la France, c'est que vous êtes anti-africain. Or, tous ces dirigeants, pour la plupart, étaient derrière ou soutenaient en tout cas les positions de la France dans le contexte de la guerre d'Algérie. Et donc, il a vu très tôt qui étaient les traîtres à la cause de la libération du continent africain et quelles allaient être les réelles difficultés qui allaient se poser à l'Afrique, c'est-à-dire l'absence d'idéologie et donc la nécessité d'avoir une idéologie suffisamment forte, donc de penser l'unité africaine, mais non pas une unité, on va dire, de façade où on est tous ensemble, mais vraiment une unité de conflit et de rapport de force. Et donc d'utiliser la guerre d'Algérie, la crise du Congo, l'Afrique du Sud comme des marqueurs idéologiques pour que les Africains se déterminent en fonction de savoir s'ils sont pour l'unité africaine, c'est-à-dire pour une Afrique qui avance ou pour une Afrique qui recule. Et donc Fanon disait qu'il ne peut pas y avoir deux Afriques, une qui avance et une qui recule.
Et donc, il faut nécessairement qu'il y ait ce combat entre les Africains qui veulent avancer et ceux qui veulent reculer pour que l'Afrique retrouve, je dirais, sa colonne vertébrale. Et donc, on lui doit cette fameuse phrase attribuée à lui, à savoir que le Congo, qui sera très important pour lui, est la gâchette du continent africain, et donc l'Algérie serait la crosse et l'Afrique du Sud serait le canon. Donc, il avait une vision vraiment intégrée du continent africain dans le cadre donc de cette lutte de libération qui ne laissait pas de place aux dirigeants alignés sur le néocolonialisme. Merci Hamzat Boukari Yabara.